Chers petits observateurs, que faut-il savoir avant d'acheter une Peugeot 404 ? Peugeot 404 qui est une voiture idéale pour commencer une collection, c'est ce qu'on s'est dit avec notre ministre des voitures de collection, Alexandre Guiraud, à qui je disais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à POA. Et c'est fait. C'est important. Un petit pouce levé. La petite cloche, voilà. Bon, bonjour POA. Monsieur le ministre, vous allez bien ? Ça va. Elle est magnifique. C'est quand même la voiture un peu des familles, la 404. Enfin, des familles, maintenant, c'est plutôt nos grands-parents, mais je pense que ça évoque des souvenirs encore à beaucoup de familles en France. C'est vrai qu'en en parlant au téléphone, ça fait un moment que je te disais, j'aurais envie qu'on fasse une voiture accessible. On va tout de suite commencer. C'est quoi le budget d'une 404 aujourd'hui ? Le ticket d'entrée, et ça évolue pour que les gens comprennent. On peut trouver des 404 à partir de 7 000, 7 500 euros. En général, des voitures sur lesquelles il y a peut-être un petit peu de travail à faire, mais qui ne sont pas forcément des mauvaises voitures. Voilà. Et si on va un petit peu plus haut, aux alentours de 10 000, 12 000 euros, là, on peut trouver vraiment des voitures bien. Voilà. Alors, ça reste une voiture accessible en collection pour une vraie voiture ancienne de collection. Là, ce n'est pas un Youngtimer, c'est une voiture qui a déjà 60 ans d'histoire. Alors, autant je t'ai dit dans un épisode que la DS me faisait peur, autant la Peugeot 404, là je suis à l'autre extrémité, ça me rassure, je me dis, à part la rouille, on risque rien, on peut traverser l'Afrique, c'est vrai ou pas ? C'est un peu la légende du million de kilomètres, mais oui, moi j'ai des souvenirs d'être allé encore en Afrique subsaharienne dans les années 90, et il y en avait encore beaucoup qui roulaient. Quand je dis avec le million de kilomètres, c'est une vérité. C'est pas un vain mot, quoi, voilà. Donc oui, c'était fait pour durer. C'est une voiture qui est simple dans sa conception, dans ses solutions techniques, et puis qui est assez robuste en termes de fabrication. Alors là, on a un modèle un petit peu spécial. Elle est automatique, et c'est une finition super luxe. Voilà. Présente-la nous. Donc il y avait déjà dans la 404 un peu une gamme moderne comme aujourd'hui, avec une montée en gamme, des niveaux de version. Et donc la super luxe, c'était le top à l'époque. Alors déjà, il y a ce qui se voit de l'extérieur. Il y a des grands enjoliveurs qui recouvrent toute la roue en inox, qui sont magnifiques. Voilà, parce que la 404 de base, elle avait droit qu'à des petits enjoliveurs. Je n'ai même pas noté. Ah oui, ça c'est le premier détail. Il y a un toit ouvrant, on l'ouvrira tout à l'heure à l'intérieur. Bon, il est mécanique à l'époque, mais ça c'est sympa, un grand toit ouvrant. Ça c'était sur la super luxe, d'accord. Voilà. Après, à l'intérieur, il y avait le cuir, donc des sièges en vrai cuir intégral, avant, arrière. Il est d'époque celui-là ? Oui, il est complètement d'époque. Pas refait. Il y avait de la moquette parce que les autres, il y avait un tapis en caoutchouc. Oui, tous monnayés. Tous monnayés à l'époque, voilà, c'est ça. Donc la super luxe, elle avait droit quand même à pas mal de raffinement. Et alors, le dessin de Pininfarina, mais tu me le disais, il l'a utilisé 3 fois celui-là. Oui. Pininfarina a été consulté par Peugeot pour faire cette voiture parce qu'il y avait déjà une bonne collaboration entre Peugeot et le bureau de style de Pininfarina. Et puis c'est un dessin qu'on a retrouvé sur plusieurs voitures. On l'a retrouvé sur une Fiat, la Fiat 1500 berline, avec aussi un petit peu cette arrière. Alors c'est l'époque où on est influencé par ce que font les Américains. Donc il y a des ailerons qui commencent à émerger dans les voitures européennes, même Mercedes, la grosse Mercedes de l'époque, la 220, elle avait des petits ailerons à l'arrière. Et il y a eu une Austin aussi, dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui a eu aussi une carrosserie assez proche. Mais c'est sûrement la plus équilibrée dans la version Peugeot. Voilà. Alors, si on a envie de sauter le pas, parce qu'on voit que c'est un budget raisonnable, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier ? Moi, j'ai toujours lu que ces bagnoles-là, ça rouillait, que c'était le... Alors, c'est vrai ou pas ? C'est ce qu'il faut regarder. Voilà, vraiment la voiture du début des années 60. Donc effectivement, la tôlerie en premier, ça va être super important. Parce que sur une voiture qui vaut 10-12 000 euros en très bon état, on ne va pas faire une carrosserie complète et dépenser 10 000 euros. Donc, ou alors, il faut qu'on vous donne la voiture parce que vous l'avez héritée dans une grange et c'est super et vous la refaites de A jusqu'à Z. Donc il faut avoir une tôlerie logiquement qui a déjà été reprise. C'est les mêmes classiques, je dirais, que sur toutes les voitures de construction monocoque de cette période-là. Ce qui va s'abîmer surtout, c'est les côtés de la voiture, comme toujours, nos fameux bas de caisse. Donc on va inspecter tout ça, on va
faire en sorte que quand on cogne derrière, on n'ait pas une sensation que ça soit plein et rempli avec du mastic, de la boue ou autre chose. On va regarder sous la voiture au niveau des planchers. Ça, c'est important aussi, ça donnera pas mal d'indications. On va regarder tous nos tours d'aile, si ce n'est pas boursouflé. On va regarder la partie avant de la voiture, ce qu'on appelle la traverse avant. Je vous invite à regarder un petit peu dessous. Donc ici, là, voilà, ça c'est une grosse partie structurelle importante, la traverse avant. Elle est assez vulnérable parce que vous voyez qu'il y a le radiateur qui est juste au-dessus, le radiateur d'eau que je montre avec mon doigt. Ah oui, oui. Et en fait, donc, si le radiateur fuit petit à petit, ça peut amener de la corrosion dans cette traverse avant, voilà, qui est quand même une pièce de structure de la voiture. Donc il faut que ça soit en bon état, que ça soit solide. Elles sont rarement refaites de A jusqu'à Z, les 404 parce qu'elles aujourd'hui. ne les valent pas. Parce voilà, au niveau du temps de travail, on ne va pas forcément s'y retrouver. Donc il y a des choses comme ça importantes à regarder. On va regarder aussi quelque chose d'intéressant sur la 404. C'est une voiture qui a un élément moderne que toutes les voitures n'avaient pas encore à l'époque, c'est qu'on voit que le ressort et l'amortisseur sont ce qu'on appelle combinés ensemble. Donc on a l'amortisseur qui passe à l'intérieur du ressort. Ça, c'était nouveau. Voilà, c'était assez nouveau, donc directement en appui sur la roue. Alors il faut évidemment que là où est posé le ressort, aussi bien la coupelle qui est ici côté roue, qu'après l'ancrage en haut sur la caisse de la voiture ne soit pas rouillé. Parce que ça, c'est une pièce de force, et évidemment, si ça a rouillé, là, on passe à travers, on explose le ressort, va exploser la rouille. Ouais. Donc ça, ça peut être rouillé, ça peut être assez cher à refaire si c'est en mauvais état. Voilà. Après, il y a un petit point qui est souvent en mauvais état sur ces voitures, c'est les prises de cric, parce qu'en fait, c'est des sections de tubes, on la voit ici. Le cric, alors dans une 404, il faut se mettre un peu plus à l'arrière pour voir. Le cric s'enfile ici, là. Voilà, il s'enfile ici. C'est un nid à rouille. Voilà. Et donc ça rouille et la pièce casse. C'est pas très grand chose à faire, c'est jamais qu'un tube à section carré creux. D'ailleurs, on peut retrouver des prises de cric neuves et en ressoudé. Elles sont souvent un peu bouffées à l'arrière. Bon, voilà. Ça, c'est presque forcé, j'allais dire, avec le temps. Oui, parce que c'est très, très exposé. Alors, c'était conçu pour la facilité d'utilisation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop à se baisser. Oui, je vois ça, c'est pratique, on le voit, on le repère. On enfilait son cric et on soulevait sa voiture rapidement. Il y avait une volonté vraiment d'en faire une voiture facile à entretenir, facile à utiliser au quotidien. Puis à l'époque, on crevait quand même plus qu'aujourd'hui, certainement. Donc ça, c'est un petit peu les choses habituelles. On va avoir souvent pas mal de rouille qui va se mettre, comme toutes les voitures, dans les fonds de porte. Hein, donc bien inspecter les fonds de porte ici, surtout dessous, pour vérifier que voilà quoi, on a du métal et qu'on n'a pas des trous partout. Il y avait des corps creux là-dedans, c'est ça? Tout ça, c'est creux. Hein, voilà. Tout ça, c'est creux. Et ce qui se passe, mais c'est pareil dans toutes les voitures, c'est que tôt ou tard, l'eau rentre avec les glaces. C'est normal, c'est obligatoire. Mais l'eau doit pouvoir s'évacuer. Ouais. Et le problème, souvent, c'est qu'avec le temps, les trous d'évacuation sont bouchés. Et donc, l'eau et l'humidité finissent par attaquer le fond de la porte. Et à la rigueur, si on ne désosse pas, on ne peut pas le savoir, c'est ce que tu m'as expliqué plusieurs fois. Parfois, ça peut être intérieur, on ne le voit pas. Voilà, mais là, sur les portes, vous pouvez souvent le voir assez bien en regardant en dessous, parce que si c'est boursouflé en dessous, ça veut dire qu'il y a eu un problème d'évacuation d'eau, et ça veut dire que, ok, votre porte ici peut avoir des boursouflures, mais ce n'est pas forcément juste la partie extérieure de la porte, forcément, la partie interne, elle risque d'être attaquée aussi, donc il y aura un petit peu de travail à prévoir sur la tôlerie. Bon, alors c'est une voiture qui a aussi pas mal de décorations chromées qui sont très très belles. Il y a des joncs chromés absolument partout. Alors sur la Superlux, il y en a encore un peu plus que sur les autres versions, hein, notamment sur les parties intermédiaires. Toutes ces petites baguettes, il vaut mieux qu'elles soient belles parce que dès qu'elles sont cabossées, un peu poinçonnées ou oxydées, on trouve beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bourses d'échange, il y a beaucoup de clubs qui
sont actifs. Mais bon, chaque chose aussi a un prix, donc on va additionner à chaque fois un peu plus, etc. Dis donc, j'avais pas fait attention, mais celle-là courbée, là, elle doit être coton ouais, aussi. Celle-là, elle est très belle, ouais. Elle est très belle, voilà. Ouais. Donc on a beaucoup de pièces en fait qui font que la voiture va être belle ou moyennement belle, mais tout ce qu'on appelle ces pièces d'accastillage, il y en a énormément sur la voiture. Les pare-chocs aussi sont quand même assez volumineux, ils sont assez solides, mais si on a envie qu'ils soient beaux, il ne faut pas être dans l'approximation. Voilà. L'entourage de plaque, il était chromé aussi. Oui, parce que là, tu as le réservoir d'essence qui est juste derrière, caché derrière la plaque avec un ressort. Il y a pas mal de voitures à l'époque qui étaient faites comme ça, donc c'était assez discret. Donc, pas négliger le coût de remplacement aussi de ces cabochons de feu qui sont très beaux, hein, mais c'est pas du plastique chromé, c'est du vrai chrome, ça. Ouais, ça c'est du métal, qui sont assez cassants. Là, par exemple, sur cette voiture, ils sont assez récents, on le voit, ils ont une belle transparence. Ça se voit bien quand on se met ici en transparence. Donc, c'est vrai que ça participe à la beauté de la voiture. S'ils sont un petit peu ternes, c'est pas très grave. On peut aussi les polir un petit peu avec une petite pâte à polir pour leur redonner du brillant. On retrouve tout ça justement, un feu arrière, tout ouais, ça. On retrouve énormément de choses. Il y a pas mal de sites bien faits pour les pièces de 404 en France. Il y a aussi beaucoup de particuliers, si on cherche, sur les sites de petites annonces qui mettent vend lot de pièces, 404, etc. Mais il y a des choses difficiles. Je vais donner un exemple. Ça, c'est une voiture, quand je l'ai cherchée, qui avait un problème assez classique. C'est que sur le volant, il y a ce qu'on appelle ici le cerclo avertisseur. Donc, c'est ce qui permet d'enclencher le klaxon. C'est une pièce assez fragile qui souvent casse. Vas-y. Ouais. Et quand la pièce casse, en fait, c'est un petit peu moins joli forcément. Et puis on est obligé d'appuyer très près ici pour faire le klaxon. Ça devient compliqué de trouver cette pièce-là parce que effectivement, elles sont pas refabriquées. Et il y en a plus beaucoup des jolies en circulation qui soient pas toutes piquées, toutes abîmées. Donc on a montré les amortisseurs avec les ressorts à l'avant. À l'arrière, c'est très simple. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle un pont arrière rigide. Donc en fait, ce ne sont pas des roues indépendantes. Les deux roues sont reliées par un axe qui fait la transmission de la voiture, puisque c'est une propulsion arrière. Il y a une petite particularité rigolote. Si vous faites la vidange de ce pont arrière, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller mettre de l'huile comme on met sur les autres voitures, c'est-à-dire une huile type pont, boîte de vitesse 80-90. C'est de l'huile de ricin. Et alors, ce qui est très rigolo aussi, c'est les ponts de Peugeot se remplissaient à l'huile de ricin parce que la couronne, ce qui permet de transmettre le mouvement de l'arbre de transmission au pont arrière, la couronne, je crois, donc est en cuivre ou en alliage de cuivre, et donc ça supporte que l'huile de ricin. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, quand on tape huile de ricin dans Google, ce ne sont que des cosmétiques. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Pour moi, c'est des trucs de beauté. C'est devenu une matière noble, mais à l'époque, ça allait dans des machines agricoles, dans des Peugeot 404, etc. Donc ne remplissez pas votre pont avec autre chose que de l'huile de ricin, sinon vous risquez de détériorer votre pont arrière. Voilà. L'autre chose aussi intéressante, c'est que c'est une voiture qui était déjà déclinée. Il y avait un break. Ouais. Il y a eu, avec Pininfarina, un coupé, un cabriolet, et il y a eu aussi un utilitaire qu'on a beaucoup vu en pick-up ou en fourgon bâché. Il faut savoir que l'utilitaire, il s'est fait, je crois, jusqu'en 1988. Elle est restée notamment dans l'usine de Peugeot au Nigeria. Donc, c'est une voiture, si on compare à la DS, il y en a eu 1 400 000 et la 404, c'est 2 400 et quelques. Il y en a eu 1 million de plus. Mais parce que c'est une voiture aussi produite beaucoup plus longtemps et déclinée dans plein de carrosseries, ce qui n'était pas le cas de la DS aussi à l'époque. On ouvre le capot. Allez, on va ouvrir le capot pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va dire de sa mécanique. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, notre 404 ? Alors moi, j'ai toujours entendu aussi que c'était d'une robustesse et d'une fiabilité à toute épreuve, quoi. Parce que, tu vois, on est loin de la complexité de la centrale hydraulique de Citroën. Vous voyez, là, il y a déjà aussi un détail tout bête, mais Peugeot, c'est quand même solide. Donc, il y a 2 charnières. Le capot n'est pas gros, mais là, il y a 2 charnières. Et puis, ça, c'est bien pensé. C'est des solutions économiques, mais bien pensées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de béquilles. Il n'y a pas besoin de stabilisateur hydraulique comme les voitures modernes qu'il faut changer tous les 10 ans parce qu'il n'y a plus de pression. Il y a une solution éternelle, des ressorts
un équilibrage parfait, et même par vent, on ne va pas se prendre le capot sur la tête. Voilà. Donc c'est des solutions vraiment simples, bien faites, mais qui fonctionnent. Donc la 404, bon, là on a une version qui est intéressante, je vais en parler après, qui est au niveau du freinage. Mais sinon, dans les généralités, c'est un moteur assez costaud, c'est un 4 cylindres qui fait 1600 cm3, donc c'est pas un très gros moteur. Il y en a eu essentiellement en carburateur comme celle-ci, il y en a eu aussi en injection. C'est d'ailleurs, je crois, la première voiture française qui a eu une injection mécanique de série, voilà, 404 injections. Donc là, on a un carburateur, c'est simple, un moteur aussi qui est très endurant, qui a du couple, qui est très souple, qui n'est pas fait pour aller dans les tours. Le système original là-dessus, c'était cet énorme truc-là, qui est le système de freinage. Alors, pas sur les premières 404, mais sur les versions qui sont apparues autour de 65 par là, c'est ce qu'on appelle, Peugeot l'appelait à l'époque le freinage thermostatique. Enfin, un nom assez compliqué. Aujourd'hui, les mécaniciens l'appellent l'hydrovac dans le langage garage. Alors, ce freinage thermostatique, le but, c'était d'avoir un freinage avec une forte assistance. Quand la 404 est sortie en 1960, les freins n'étaient pas encore assistés, c'était 4 freins à tambour. Ça veut dire que quand on voulait freiner fort, il fallait se mettre debout sur les freins et il ne fallait pas lésiner sur l'effort. En fait, ce système-là vous donne un freinage incroyable, mais pas facile à doser, parce qu'en fait, on va vite au blocage. C'est on-off, quoi. Voilà, c'est on-off. Et c'est un système de dépression avec l'air chaud, c'est ça, exactement. Donc, Arthur qui m'expliquait. cette grosse marmite, quand le moteur est en route, ça aspire, donc ça crée une dépression, voilà, et donc on a une réserve ici très forte d'air qui va permettre de serrer les freins à votre place, pour faire simple. Voilà. Alors là, effectivement, le système, on le voit un peu briller parce que il a été refait complètement, puisqu'en fait, c'est le point faible de ces voitures, c'est que dès qu'on s'en sert pas, pendant quelques années, ça marche plus bien. Et alors, si vous essayez la voiture, soit elle a les freins toutes dures, celle-là, par exemple, elle avait les freins qui revenaient pas, c'est-à-dire, bon, on freine et pof, ah bah oui, mais on reste frein serré, quoi. Puis il se desserre 30 secondes plus tard. Bon. Donc ça, c'est le symptôme que ça ne marche pas. Donc bon, ça se refait bien aujourd'hui, on le trouve en échange standard. Par contre, c'est vite onéreux parce qu'en fait, pour que ça marche bien, il faut changer donc tout ce gros système-là. Il faut aussi s'assurer que les 4 tambours de frein, on ait des garnitures qui ne soient pas grasses. Alors pourquoi souvent les garnitures de frein deviennent grasses sur ces vieilles voitures à tambour? C'est qu'elles ne servent pas pendant longtemps. Il y a une fuite de l'huile hydraulique de frein qui rentre dans la garniture du tambour, et donc le tambour, en fait, quand on freine, ça élargit et ça freine sur la roue, mais si ça freine sur du gras, bah, ça freine pas très bien. Donc en général, une voiture qui n'a pas servi longtemps, qui a eu des fuites hydrauliques, au-delà de changer l'hydrovac, il faut aussi démonter ces garnitures de frein, s'assurer qu'elles ne sont pas grasses, sinon bien les nettoyer. Elles n'ont pas forcément besoin d'être changées, elles sont très costauds sur les 404, mais bien refaire donc ces tambours, les cylindres de frein qui permettent de freiner dans chaque tambour et l'hydrovac. Ça vaut cher de refaire l'hydrovac? Voilà, ça vaut quand même cher, c'est à pas négliger sur une voiture, c'est-à-dire que quand on met bout à bout les tambours, la révision des tambours, la révision des petits mètres cylindres dans chaque roue et le l'hydrovac, on est vite arrivé à 1200, 1300 €, voire un peu plus avec la main-d'œuvre. Voilà. Et ça, c'est indispensable, quoi. Et c'est indispensable si on veut avoir une voiture qui marche bien. Ou alors, on achète une 404 première génération, c'est-à-dire, en gros, je crois, avant 65, qui sont sans ce système-là et qui sont avec un freinage plus traditionnel. Un câble encore à l'époque? Non, hydraulique, mais sans assistance, donc un freinage un peu dur à l'ancienne, ça marche aussi très bien. Par contre, ça n'empêchera pas d'avoir à réviser éventuellement les tambours et les cylindres de frein s'ils n'ont pas été utilisés et qu'ils ont eu des fuites. Voilà. Question bête, elle n'a jamais eu de frein à disque? Alors si, il y a eu une troisième évolution, donc un petit peu plus tard que celle-là, vers je crois 69, où elles ont eu les freins à disque à l'avant. 68 ou 69 par là. Donc frein à disque à l'avant. Donc Peugeot a amélioré en continu le système et je crois que ce système a été abandonné à ce moment-là, c'est-à-dire quand elles ont eu les freins à disque, elles sont passées à un autre type d'assistance de frein plus proche des assistances des autres voitures de la concurrence en fait. Après c'est très accessible. Ouais, c'est ce qu'on voit, on a l'impression qu'on peut tout faire soi-même. On peut changer sa bobine si on a besoin, on peut ouvrir son allumeur pour contrôler si on a un doigt d'allumeur qui marche bien. Des ou bougies derrière, ça va. On peut
accéder à ces bougies en quelques minutes, quelques tours de clé. On peut changer sa courroie. Radiateur important, alors comme sur toutes les anciennes, quand vous achetez une ancienne dont vous ne savez pas trop si elle a roulé, pas roulé ou pas, l'autre jour je suis allé examiner une voiture, j'ouvre le bouchon du radiateur et puis je voyais déjà des petits cristaux en haut qui flottaient à la surface. Alors ça, c'est des radiateurs très entartrés, mais ils sont toujours souvent entartrés. Donc c'est pas un luxe en général de déposer son radiateur, de le vidanger, de le mettre avec un produit qui va le détartrer, de le rincer plusieurs fois, et déjà tout d'un coup, votre radiateur il va redevenir efficace. Alors bien sûr, la base, il faut qu'il n'ait pas de fuite. Faut bien qu'il n'ait pas de fuite. On peut mettre des produits qui bouchent, hein, je crois. Après en dépannage, on peut mettre des produits qui bouchent. Alors le changer, pas forcément, parce qu'en fait la métallurgie de l'époque est souvent meilleure que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait la qualité là, des faisceaux qui sont derrière, et si vous avez un vieux radiateur mais que les faisceaux, là, toutes ces choses-là ne sont pas abîmées, faites simplement tester en le mettant sous pression et ressouder les endroits qui seraient fissurés ou qui fuient. Mais s'il peut être sauvé comme ça, il sera sûrement plus efficace qu'une refabrication moderne où on économise en fait sur le métal, et du coup c'est des métaux un peu moins épais, un peu moins costauds. Moi c'est une entreprise qui, d'ailleurs on peut le dire, tu en as déjà parlé, je crois que c'est Touraine Radiateur qui est dans ma région, qui m'a expliqué ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, les qualités sont moins bonnes globalement. 2 mots sur la revue technique avant de parler de la boîte auto. Ah bah oui. Tu sais qu'ils sont partenaires de POA. Il y a un lien, vous pouvez aller cliquer dessus en description, vous aurez une promotion. Et on s'était déjà dit, mais c'est un peu pour les collectionneurs, ça existe depuis très longtemps, hein, mais toi-même tu les utilises parce qu'on retrouve bien, voilà, tous les c'est vraiment ce qu'utilisaient les garages à l'époque, hein, c'était la documentation idéale pour connaître la voiture, y compris quand on était un garage indépendant et donc on n'avait pas forcément toute la documentation technique de Peugeot. Mais ici, parce qu'ils démontaient tout. Voilà, on a tout ce qu'il faut savoir sur la voiture, et on a surtout, quand on intervient dessus, on va vous donner les réglages de carburateur. Mais voilà, si demain, par exemple, vous devez changer des bielles, on va vous expliquer les couples de serrage pour changer vos bielles pour refaire un moteur. Donc ça, c'est assez précieux, et c'est vraiment de la doc d'époque qui est reproduite aujourd'hui. Je crois que ça existe aussi en digital. Donc c'est vachement bien. C'est absolument la référence. Et je suis très content parce qu'ils nous ont approchés en voulant... Notre partenaire, ils ont dit que ce serait bien de le faire avec toi. Donc tu vois, ils étaient regardés, ils étaient contents. Donc voilà, on les remercie, et voilà, allez sur le lien. Alors boîte automatique, auto, il n'y en a pas eu beaucoup. Ça faisait peur à l'époque parce que les garages en France ne connaissaient pas la boîte auto. Alors il faut savoir que la boîte auto, c'est une boîte allemande, c'est une boîte ZF. ZF était déjà très implantée dans les boîtes de vitesse à l'époque, et c'est toujours un des leaders aujourd'hui. C'est une boîte auto à 3 vitesses. Ce que j'allais te demander. Donc voilà, avec une marche arrière qui est très simple d'utilisation. On voit les petits trucs. C'est assez aussi éternel en termes d'utilisation du moment qu'on leur fait des vidanges. N'oubliez pas que ça se vidange, une boîte automatique. De temps en temps, changer aussi ce qu'on appelle la crépine, c'est-à-dire le filtre de la boîte. Et à partir de là, elle ira très loin. C'est assez agréable à utiliser. Bon, c'est un peu plus mou qu'une boîte manuelle. Alors les boîtes manuelles, elles avaient aussi le levier ici sur la 404, voilà. Mais ça va bien avec la philosophie de la voiture. C'est une voiture vraiment, comme on dirait aujourd'hui, pour cruiser, qui est très confortable. On est assis comme dans son salon. On a les accoudoirs, voilà. On est bien sur le volant. Très confortable. Puis on a ça qui est absolument. Ça faisait un bruit. Je me souviens de tôlerie. Il est. Voilà, comme dit mon père, c'est une mission périscopique. Mais c'est pour la tourelle. Donc là, on a ça, voilà, qui est très très agréable dès qu'il fait beau, qui donne aussi beaucoup d'air dans la voiture, beaucoup de luminosité. Donc, juste reviens aussi sur les tableaux de bord, parce que moi-même je t'ai dit, en fait il y a eu 3 tableaux de bord, c'est ça tu me disais, ou 2, je sais pas. Il y a deux morphologies principales. Donc là on est dans la deuxième série. La première série c'est plutôt une instrumentation à l'horizontale, et là on est dans la deuxième génération avec les compteurs ronds. Ça suivait aussi la mode, hein. Si on voit aussi chez les autres constructeurs les cadrans ronds au milieu
des années 60, c'était plutôt la mode des cadrans ronds. C'est très simple, hein. Il y a un compteur de vitesse, il y a une énorme montre, il y a un ampèremètre et puis une jauge à essence. Voilà. Un petit système de chauffage ici, un allume-cigare, et puis c'est à peu près terminé. Voilà, il y a des mégots d'époque, effectivement. Il y a des mégots de gitane. Il faudra le vider. Il faut me le vider, ça. Hein. Et alors, la boîte à gants, c'est une cave, regarde. Et elle s'éclaire. Ouais. Il y a quand même des choses assez raffinées dans cette voiture. Ah non, il n'y a pas de moquette là-dedans. Mais oui, ça, on retrouve, par exemple... C'est ce qu'on appelle les peintures vermiculées. Ça se fait très bien. Même aujourd'hui, ça s'achète en bombe si on veut le faire soi-même. On voyait ça aussi des fois dans les compartiments moteurs. Voilà, donc ça, c'est pas difficile à faire, à repeindre, etc. Ce qui est plus difficile, par exemple, c'est les volants comme ça. Quand la peinture, le vernis, tout ça est usé. Donc ça, c'est un plastique qu'on appelle de la bakélite. Et il est assez tendre, il est assez friable. Donc souvent, en plus que la peinture est usée, on le voit, il y a des petites marques sur le côté. Bon, si on veut le refaire vraiment bien, ça suppose de faire un bon ponçage, de le mettre complètement à nu. Et là, de refaire vraiment une belle peinture, c'est pas évident à faire sans pistolet à peinture et avec les bonnes peintures. Voilà. Mais bon, ça se fait bien. Si vous avez un volant qui est abîmé, qui est fatigué, ça peut se régénérer assez bien. Il faut le démonter, l'emmener. Oui, le démonter, c'est pas une grosse affaire. Voilà. Donc après, sur l'intérieur de la voiture, ici, donc on a un cuir qui est assez génial parce qu'il faut imaginer qu'il a l'âge de la voiture, hein, donc il est de 67, il n'a pas été refait, il est juste un petit peu sec, il aurait besoin d'être huilé, mais il est absolument merveilleux. C'était vraiment des belles matières, je dirais Peugeot trichait pas là-dessus, c'est du cuir pleine fleur. Très costaud. Ouais, ça s'ouvre. Il y a voilà, c'était un petit rangement là. Et alors ça, c'était vraiment rajouté sur les Superlux, c'est-à-dire que bon, on voit qu'ils ont étudié la pièce. Voilà, il y a. Ça me fait penser à ton accoudoir. Tu peux emporter ton trésor chez toi. On dirait une boîte à bijoux. C'est la boîte de l'avare de Molière. Voilà, c'est la cassette. Et par contre, à l'arrière, c'est un gros accoudoir traditionnel qui est fait avec la banquette. Vous avez étonnamment encore des pièces neuves disponibles. Je vous invite à aller voir. Je fais un peu de pub pour nos amis de l'aventure Peugeot Citroën DS, mais donc ils ont fait tout un travail d'inventaire des pièces. Et donc vous pouvez commander des pièces encore disponibles. J'en ai cherché, moi j'en ai trouvé pour la 404. Après, il y a des pièces qui n'existent plus. Alors vous allez avoir de la chance peut-être de les trouver en chinant sur Internet parce que quelqu'un a gardé une boîte récupérée chez un concessionnaire. Et puis après, c'est de la pièce d'occasion. Ça veut dire que votre ici, par exemple, si c'est pas très joli, votre combiné d'instruments, vous allez en trouver un autre peut-être d'occasion qui sera plus joli. Bon, celui-là est propre, il n'y a pas besoin de le changer, mais il y en a qui sont un peu jaunis, qui sont un peu cassés, abîmés, frottés ici. Bon, vous allez le changer par un plus frais, quoi. C'est à l'avenant du reste de la voiture, c'est-à-dire que c'est généreux. Alors là aussi, il y a un système ingénieux, c'est-à-dire il y a une petite roulette, voilà, ça coulisse sur un guide, et puis ça tient avec un ressort et ça tombe pas, donc c'est très bien. Voilà. Oui, alors par exemple, voilà, je disais les volants. Par exemple, ça c'est pas le bon volant. Alors souvent, voilà, c'est ça. Quand on regarde la voiture, on dirait elle est jolie, oui, mais ça c'est un volant plus ancien de 404. Il a une forme différente. L'autre là-bas est beaucoup plus droit, il n'est pas rainuré. Bon. Donc après, c'est des détails. On peut changer, on peut trouver d'autres choses, etc. On est d'accord, ce n'est pas des voitures dont les codes vont monter aujourd'hui, parce qu'il y en a, etc. Il n'y a pas de rareté. Non. En revanche, c'est une bonne compagnon de route pour voilà, on peut faire de la route, on peut faire de la... Oui, on peut. C'est une voiture qui est familiale, qui est spacieuse, 4 adultes sans problème, qui est confortable pour faire de la route. Un peu moins de l'autoroute aujourd'hui parce que bon, il n'y a que 4 vitesses, le moteur va tourner un peu vite, c'est un peu bruyant, mais je veux dire pour national à 90, c'est parfait, c'est super confortable. Ça a un look génial, c'est pas trop cher à l'achat, c'est pas trop cher à entretenir et ça c'est par exemple une bonne auto pour quelqu'un qui débute en collection, qui ne veut pas prendre trop de risques et qui veut une voiture des années 60. J'ai une question qui m'a souvent été posée par des gens qui voulait sauter le pas. Est-ce qu'on peut installer des ceintures à l'arrière? J'ai vu que c'était le cas dans la DS qui avait été rajoutée, il n'y en avait pas à l'époque. Et certains ont peur pour leurs enfants, ils veulent quand même... Ah oui. Est-ce que c'est faisable ou est-ce qu'il faut qu'elles soient prééquipées? Comment ça se passe? Non, alors ça se fait bien. Moi, je l'ai fait dans une de mes voitures pour les enfants, effectivement. Donc, il faut déposer bien la banquette arrière, ce qui n'est jamais une grosse affaire. Et après, il y a 2 cas de figure. Alors bon, là, quand on est sur des voitures vraiment des années 60, en général, il n'y avait pas de
points d'ancrage prédisposés. Donc il faut créer ces points d'ancrage, c'est-à-dire qu'il va falloir, si on regarde ici, tiens, par exemple, sur les ceintures avant, on voit bien ici que c'est boulonné directement sur la caisse. Une ceinture, c'est jamais que ça. Donc en fait, il va falloir pareil, boulonner ici sur la tôle à l'arrière de l'assise et le plancher de coffre. Boulonner les ancrages pour une ceinture 3 points, acheter un kit de ceinture homologué, ça se trouve sur des sites spécialisés. Ça se fait très bien. Non, c'est très bien et c'est tout à fait conseillé. Et après, soit on met des ceintures à enrouleur, ce qui est vrai que ça se voit beaucoup l'enrouleur, ou sinon on reste sur une ceinture à réglage manuel qui marche très bien aussi et qui est plus discrète. Mais il faut le faire, bien sûr, c'est important ça. Ok. Bon. On a à dire. Enfin, moi, je la trouve très rassurante. C'est un achat à la fois plaisir et assez rationnel, parce qu'il n'y a pas de mauvaise surprise avec une 404. Et puis, c'est une voiture aussi assez pouce levé quand on roule avec, parce qu'elle attire plein de sympathie. Moi, quand j'ai été, par exemple, avec celle-là juste pour faire changer des pneus dans un centre auto, tout de suite, les mécanos sont venus la prendre en photo. Il y en a un qui dit je vais l'envoyer à mon papa, à son grand-père, parce qu'il en a une. Enfin bon. Merci, Alexandre. On a encore appris plein de choses, encore donné envie, je suis sûr, à des gens de sauter le pas de la collection. N'oubliez pas de vous abonner sur POA, puis on se retrouve. Il y a d'autres Que faut-il savoir si vous cherchez sur le site POA.tv ou sur la chaîne. On a déjà plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'épisodes. À très bientôt pour d'autres aventures avec Alexandre. Ciao. It sound right, boy.